Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine, avec le code Callisto. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois, directement chez vous, et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne, ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Désolé d'être en retard. Les éléments s'étaient ligués contre moi en faisant tomber quelques arbres sur la ligne du TGV. Enfin, je suis là et heureux de vous rencontrer. Donc, je vais vous parler de planètes extrasolaires. Et le titre, c'est « D'autres mondes dans le cosmos, la recherche de planètes semblables à la Terre et peut-être, abritant de la vie ». Alors, c'est un long programme. Je vais commencer par quelques rappels très petits, des rappels historiques dans le domaine, mais très peu de temps. Et puis après, on en viendra graduellement à ce qu'on a découvert et qu'est-ce qui reste encore à faire. Alors, donc, comme il a été dit, en fait, d'abord, c'est déjà Leucippe, Démocrite qui ont dit des choses, voici plus de 2500 ans. Et, évidemment, c'était des philosophes. Ils n'avaient pas les moyens d'aborder ce problème-là. Et même la terminologie, quand il dit d'autres mondes dans le cosmos, ce n'est pas d'autres planètes extrasolaires. C'était une vision plus générale, philosophique, comme ça. Mais quand même, qu'il y avait une idée intéressante, par exemple, pour Démocrite, c'était l'homme qui avait postulé l'hypothèse atomiste, à savoir la matière, si on la coupe en deux, un morceau de fer. On le coupe en deux, c'est 2 morceaux de fer. On les recoupe en deux, etc. Et il s'est posé la question, quand on finit le processus, quelle est la plus petite partie, atome, qu'on ne peut plus couper, qui garde les propriétés de la matière. Et donc, c'est l'hypothèse atomiste de ce moment-là. Évidemment, la conséquence tout de suite philosophique qui en est, pourquoi la nature aurait épuisé ses possibilités avec tous ces atomes pour ne former qu'un seul monde. Et c'est cette idée qui a été débattue dans le monde grec, mais on a perdu, il n'y a pas les textes originaux. Le premier texte original qui reste, c'est celui d'Épicure, avec cette phrase en particulier, « Les mondes sont en nombre infini, certains similaires aux nôtres, d'autres étant différents ». Déjà assez profond pour les gens qui ont aucun moyen d'observer. Et plus loin dans la même lettre, il dit, il peut y avoir certains de ces mondes qui abritent des espèces vivantes, comme les nôtres ou non, et d'autres qui ne l'auront pas. Et donc, en fait, si on a prouvé également la première phrase, la première partie, eh bien, le programme reste encore pour aborder justement la deuxième partie de cette affirmation, de cette proposition. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette idée de la pluralité des mondes n'a pas été l'apanage du monde grec. Tout au cours des deux derniers millénaires, en fait, cette question a été très présente. Alors, je n'ai pas mentionné toutes les nombreuses personnes qui ont contribué à cette réflexion. Je mentionnerai juste 2. C'est d'abord Albert le Grand, qui était un théologien, philosophe allemand du XIIIe siècle, qui dit « Existe-t-il plusieurs mondes ou n'en existe-t-il qu'un? C'est une plus noble et exaltante question dans l'étude de la nature. » Donc on voit que ce n'était pas du tout mal vu par l'Église à cette époque-là. Et puis vous avez, au même siècle, vous avez l'évêque de Paris qui demande la permission au pape Jean XXI de pouvoir enseigner l'hypothèse de la pluralité des mondes en Sorbonne, qui venait d'être créée peu de temps avant. Et puis après, il y a Giordano Bruno. Alors, c'est assez étonnant, parce qu'il n'est pas un savant, ce n'est pas un scientifique, mais il a tout d'un coup une vision correcte. Il dit des choses qui nous paraissent triviales aujourd'hui. Il dit « Le Soleil est une étoile comme les autres, il est plus brillant simplement parce qu'il est plus près. » Alors évidemment, aujourd'hui, ça paraît d'une trivialité. Et puis il dit en plus
le Soleil est entouré de planètes, donc les autres étoiles doivent aussi l'être. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été brûlé. Il a été brûlé en 1600 à Rome parce que c'est pour ses affirmations théologiques qui étaient de toute autre nature et qui lui ont valu le bûcher. Et donc, d'une part, c'est clair qu'il a été un visionnaire de ce domaine, mais ce n'est pas pour ça qu'il a mal fini. Alors, néanmoins, l'idée émise, la vision émise par Giordano Bruno, comment dire, a impacté les idées du public. On voit passer donc 1600, mais on voit que déjà l'Atlas de Doppelmayr de 1742, si vous regardez dans l'angle ici, vous voyez que les étoiles distantes, les étoiles lointaines, sont entourées de systèmes planétaires comme le nôtre. Donc déjà à cette époque-là, le grand public, en fait, avait déjà une idée qu'il devait y avoir d'autres systèmes planétaires dans l'univers, ou dans la galaxie déjà. Alors maintenant, si on oublie, enfin pas on oublie, mais on fait un saut à l'astronomie moderne, ça m'échauffe. Alors, on voit ici cette fabuleuse photographie de la Voie lactée. Donc, je ne vais pas donner trop de nombres et de chiffres dans cet exposé, mais quand même, la lumière va mettre 200 000 ans, non, 100 000 ans pour traverser d'un bord à l'autre. Juste pour avoir une idée de la grandeur. La lumière met une seconde pour venir de la Lune jusqu'à nous, 8 minutes pour venir du Soleil, mais là, c'est 100 000 ans. Donc c'est énorme. Et puis c'est combien de soleils, combien d'étoiles? 200 milliards d'étoiles. Voilà. Donc ça c'est notre Voie lactée, notre galaxie, que l'on voit ici photographiée d'une manière merveilleuse par la mission Gaia de l'ESA. Et notre famille, notre galaxie, eh bien, fait partie de cette famille dite des nébuleuses spirales, donc des structures où la matière, toutes ces étoiles, sont plus nombreuses dans certaines structures de ce genre-là. Et même ce que l'on voit en plus, c'est des taches roses qui sont de grands nuages de gaz, des nuages moléculaires relativement froids, qui sont gigantesques. Quand on dit grands nuages, c'est des structures qui ont par exemple 100 000 fois la masse du Soleil. Donc on n'arrive pas à voir les étoiles individuelles à ce niveau-là. Et donc on verra plus loin l'importance majeure de ces structures roses qui sont donc du gaz ionisé par le rayonnement des étoiles jeunes. Si maintenant on regarde dans notre galaxie, pourquoi j'ai montré la figure précédente, c'est qu'on ne peut pas sortir de notre galaxie, c'est beaucoup trop grand les distances, pour prendre une photo de notre galaxie. Par contre, on peut regarder dans les régions plus ou moins centrales de la Voie lactée, eh bien, on voit que des étoiles, il y en a tant qu'on le veut. Le problème n'est pas du tout de découvrir de nouvelles étoiles, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on a les moyens techniques de découvrir les planètes qui tournent autour de cette étoile, de celle-ci, etc. Donc, est-ce que cette idée est réalisable ou pas? Et on voit des étoiles, et ça c'est vraiment un tout petit coin du ciel. Si je reviens à ces nuages moléculaires, vous en avez un ici que je pense plusieurs d'entre vous connaissent, la nébuleuse d'Orion, c'est le site de la formation des étoiles. Pour différentes raisons de physique, eh bien, la matière va s'effondrer sous l'aspect de la masse, de la gravitation, pour former des familles d'étoiles. Ce n'est pas une seule étoile, mais des myriades de nouvelles étoiles, des petits grumeaux qui se forment ici, et qui ont toutes des âges, dans le cas d'Orion, de quelques millions d'années. Alors on peut croire que c'est
pas beaucoup, que c'est beaucoup, en fait, il faut le comparer à l'âge du Soleil, qui est plutôt de 4600 millions d'années. Donc, c'est des objets qui sont 1000 fois plus jeunes que notre Soleil. Et le télescope spatial Hubble, voici en 1995, a piqué, a regardé quelques-unes de ces étoiles jeunes qui sortaient de la nébuleuse. Et avec la résolution optique de cet objet-là, qui a été réparé par Claude Nicollier, qui est juste là au premier rang. Ce télescope était un peu myope au début de sa vie, et Claude lui a mis des lunettes. Enfin, et une fois qu'il a retrouvé le niveau de résolution spatiale, angulaire qu'on attendait de lui, il a regardé justement quelques-unes de ces étoiles, et vous regardez ici quelques-uns de ces objets où l'on voit que la jeune étoile est entourée d'un disque de poussière et de gaz qui bloque simplement la lumière du fond de la nébuleuse. Donc c'est un peu un négatif, on voit comme ça. Et ça prouvait encore de manière plus évidente le fait où se trouvait le lieu de la formation des systèmes planétaires. Parce que peut-être ça vaut la peine d'expliquer comme là ce point. Au début du XXe siècle, les astronomes pensaient, pendant la première moitié du XXe siècle, qu'il n'y avait pas d'autres systèmes planétaires dans la Voie lactée. 200 milliards d'étoiles et on est seul. Et ça, c'est évidemment basé sur une erreur, une hypothèse erronée, une démarche physique erronée. On ne savait pas donner l'explication correcte de l'origine de cette nébuleuse qui était nécessaire pour la formation des systèmes planétaires. Et c'est qu'en 1952 qu'un astronome qui s'appelle Otto Struve publie une petite note. Il dit, quand le nuage de gaz s'effondre, il y a toujours trop de moments angulaires, de rotation. Il y a toujours trop de rotation. À mesure que ça se contracte, ça se tourne, le gaz se met à tourner très vite. Et c'était un problème, je dirais, connu. Il y a toujours un excès de moments angulaires. Et lui, Struve mesure la vitesse d'étoile comme le Soleil, et il trouve qu'elle tourne relativement lentement. Et il se dit, mais où il est passé cet excès de moments angulaires? Et il dit, justement, il a laissé de la matière autour qui tourne vite, et c'est l'origine de ces nébulosités. Aujourd'hui, ça paraît des trivialités, mais c'était le moment charnière où tout d'un coup, on a passé d'une idée où on pense qu'il n'y a qu'un système planétaire dans la galaxie, le nôtre, à l'idée qu'il doit y en avoir au contraire une myriade, des milliards, des centaines de milliards, voire à la limite que chaque étoile doit avoir un système planétaire. Et chaque, à quelques exceptions près. Donc ça, c'est un moment charnière. Donc maintenant, on a le lieu où peut-être se forment les nouvelles planètes. Non. Alors, comment les détecter? Le rapport de luminosité entre l'étoile et la planète est tellement gigantesque qu'on ne peut pas les voir. Très vite, on est ébloui. Imaginez qu'il y ait un verre luisant sur cette lampe ici, je ne le verrai pas. C'est le même problème qui se passe ici. Jupiter, la grande planète du système solaire, a une luminosité réfléchie qui reçoit du Soleil qui est 1 milliard de fois plus faible que le Soleil. Donc, si on regardait le système solaire à une certaine distance, on serait complètement ébloui par la luminosité du Soleil. On ne pourrait pas voir les étoiles indépendamment de la puissance de l'instrument qu'on aurait à disposition. Donc, il faut trouver une autre technique. Et l'idée qui a été proposée il y a déjà fort longtemps, avant qu'on ait les moyens techniques de le faire, bien, quand vous avez l'étoile ici, la planète qui tourne autour, en fait, c'est un peu un abus de langage. La planète ne tourne pas autour de l'étoile, mais autour du centre de gravité du système. Donc, à mesure que la planète tourne, l'étoile, elle aussi, va faire un petit tour comme ça. Simplement, ce tour va être très très petit parce que l'étoile est lourde.
Et donc, on se dit que si on construit un instrument avec la précision voulue, on va pouvoir détecter ces petits changements de vitesse de l'étoile. Et si on le découvre, eh bien, il n'y a aucune raison que l'étoile fasse des petites variations comme ça de vitesse s'il n'y a pas quelque chose qui crée ces variations. Et dès ce moment-là, on peut trouver la période, la masse, la forme de l'orbite, etc. Et donc, l'idée est ici illustrée de l'effet Doppler, qui est un petit insecte qui saute sur un étang en même temps qu'à chaque fois, il fait un petit saut. Donc, chaque vaguelette émise par le choc de l'insecte sur l'étang va faire que les vaguelettes seront comprimées en avant du mouvement et seront dilatées en arrière. C'est ce que l'on appelle simplement l'effet Doppler. Ce phénomène est présent pour tous les phénomènes ondulatoires, ici sur la surface de l'étang, aussi quand il y a une onde acoustique émise par un train ou une ambulance, aussi par des ondes lumineuses. Et donc, nous, évidemment, on va utiliser, pas un étang, mais on va utiliser les ondes lumineuses. Donc, on va construire un instrument qui permet de détecter les changements de fréquence émises par l'étoile suite à son mouvement. Je ne vais pas faire un détail comme ça partout pour tout le reste. Mais je crois que c'est bien, il n'y a rien de magique là derrière. Alors voilà, on voit ce qui est illustré ici. On voit ici le centre de gravité, l'étoile, la planète qui tournait, puis l'étoile qui tourne là autour. L'arc-en-ciel est cette forêt gigantesque de transitions atomiques qui nous permettent de mesurer les changements infimes de la couleur de l'étoile, des fréquences émises par l'étoile, et c'est comme ça que l'on construit, que l'on détecte les planètes, les premières planètes. Alors, avec mes collègues de l'Observatoire de Haute-Provence, de Marseille et de Genève, on réalise un instrument, un spectrographe, capable de mesurer justement ces tout petits changements. Et la surprise, la théorie nous disait que les planètes comme Jupiter, pour être formés, nécessitent d'agglomérer des grains de glace. Les grains de glace, ils n'existent que loin de l'étoile, à un endroit qui correspond à des périodes orbitales, des périodes de plus de 10 ans. Jupiter a plus de 10 ans, Saturne 30 ans, etc. Tout paraissait bien. Et là, on trouve un objet qui a une période de 4 jours. Ah tiens, ça n'a pas été traduit correctement. Désolé. Comme ça. Et puis qui correspond à peu près à la moitié de la masse de Jupiter. C'est une planète gazeuse, comme ça, mais elle est en désaccord avec la théorie d'un facteur 1000. 10 ans, 4 jours, c'est environ un rapport de 1000. Donc, évidemment, ça nous embarrassait un peu. Est-ce que réellement c'est une planète? D'un côté, on avait tout fait pour être convaincu sur 2 saisons successives, et donc, à un moment donné, on s'est jeté à l'eau et on a annoncé cette planète. Depuis lors, ça a été la folie. Actuellement, plusieurs groupes ont développé des instruments, ont fait des programmes similaires, et actuellement, il y a plus de 5000 exoplanètes qui ont été découvertes. Et comment dire, et ça continue, ça continue. Donc, en fait, ça a été le déclencheur de cet énorme engouement, ce nouveau chapitre de l'astronomie qui s'ouvrait parce qu'on était en attente. On était en attente depuis fort longtemps de pouvoir ouvrir une brèche dans cette hypothèse scientifique, à savoir il doit exister des planètes ailleurs. Et alors, ici, je me déplace un tout petit peu dans le nord du Chili, donc à 5000 mètres d'altitude, sur l'altiplano de Chajnantor. Non, c'est pas vrai, mais ça fait rien. À 5000 mètres d'altitude, où vous avez une soixantaine, il y a deux instruments, donc chaque fois je me trompe, il y a une soixantaine d'antennes de 12 mètres de diamètre qui forment un instrument merveilleux qui s'appelle un interféromètre. Donc, à un moment donné, toutes les antennes regardent dans la même direction du ciel. Après, il y a des câbles qui amènent les signaux détectés par ces antennes dans un seul endroit ici.
là, où il y a un ordinateur très particulier qui va combiner tous ces signaux reçus pour avoir une image absolument fantastique de l'objet qu'on étudie. Et donc, ici, cet objet-là, non seulement il a cette configuration ici, mais on peut la modifier jusqu'à 14 km de séparation. Donc, pour avoir, c'est comme une gigantesque paire de lunettes, de jumelles, dont la résolution augmente avec la séparation des objets. Alors voilà, ça c'est un objet merveilleux qui a été construit entre l'Europe, les États-Unis et le Japon, et qui sert à étudier l'univers, la partie froide de l'univers, à savoir formation des galaxies, formation des étoiles, formation des planètes et le gaz qui se trouve entre deux. Non. Alors ça, c'est aussi une autre belle vue pour montrer simplement que c'est beau. C'est ces endroits où on va travailler. Alors, je n'ai rien fait dans le domaine. Hein. C'est des collègues qui travaillent avec cet instrument. Eux se sont intéressés à ce tout petit nuage. Il est beaucoup plus modeste que la nébuleuse d'Orion, où l'on savait qu'il y avait une étoile jeune, en fait deux même, qui se trouve à l'intérieur de cette tout petite nébuleuse ici. Et ils ont pris cet instrument exceptionnel de 60 antennes pour regarder l'étoile jaune qui se trouve ici à l'intérieur. Et le résultat de cette étude, c'est que donc l'étoile, ça c'est le photo ordinaire, et avec l'interféromètre, en regardant en détail cette étoile ici, eh bien voilà ce qu'ils voient. Donc ils voient un disque de matière, comme on l'attendait depuis se trouver, simplement il y a des tores, des régions du disque qui ont été, où la matière a été complètement agglomérée pour former des planètes. Donc en fait, c'est la structure du disque pendant la formation d'un système planétaire. Et depuis lors, eh bien, ce travail a été multiplié. En gros, toutes les étoiles jeunes qui ont été étudiées par ALMA, c'est le nom de l'instrument, eh bien, présentent cette structure avec des variantes qui dépendent de la masse du disque, etc. Ça, c'est pas chaque fois la même chose. Donc, c'est un instrument merveilleux. C'est incroyable de penser que non seulement maintenant on a détecté des planètes, mais on regarde les lieux de leur naissance. Alors, j'avais dit qu'il y avait deux planètes, deux étoiles qui se formaient. Une est ici, mais il y en a une autre ici. Et comment dire, c'est assez étonnant de voir. Là, le disque, il est juste ce disque noir qui est perpendiculaire à un jet, parce que la formation des étoiles se fait dans la douleur avec un jet de matière incroyable. Voilà, juste pour montrer que l'observation fait des miracles actuellement. Je reviens à mon propre domaine d'intérêt, et c'est donc à l'Observatoire de Haute-Provence. On découvre 51 Pégase, cette drôle de planète qui est la masse de Jupiter ou presque, mais qui tourne très près de son étoile, et on construit un nouvel instrument que vous voyez ici, un spectrographe, qu'on va mettre sur un télescope de 3,60 m, situé aussi au Chili, parce que le ciel, évidemment, est fantastique à cet endroit-là. Et depuis 20 ans, eh bien, cet instrument donne des résultats fantastiques, la chasse aux planètes de l'hémisphère sud. Alors, je ne vais pas vous montrer le signal enregistré de toutes les planètes qui ont été découvertes, mais juste vous montrer l'idée. Ici, vous avez la vitesse, verticalement. Ici, vous avez les jours. Et là, vous avez une période d'observation. Vous faites quelques observations ici. Les vitesses, vous voyez les vitesses, moins 5 km par seconde, etc. Puis ici, on recommence, c'est 1 mètre par seconde. Et puis ici, on fait aussi un paquet. Puis après ici, etc. Et on fait des mesures pendant plusieurs années. Et ici, on voit ces suites de mesures, etc. Et après, on se dit, maintenant, l'ordinateur, on lui demande de regarder ça de près. Combien y a-t-il de planètes? On voit qu'elles varient. Et si vous analysez cette courbe, eh bien, vous voyez qu'il y a 3 planètes différentes qui font qu'elles tirent un peu. Alors, je peux essayer de faire l'idée. Si vous avez une seule planète, eh bien, ça va faire rapprocher l'étoile de vous.
s'éloigner, se rapprocher. Si on a 2, ça va faire quelque chose comme ça. Et ici, vous avez le dessin quand il y en a 3. Et ce papier-là, eh bien, il montrait pour la première fois la découverte de 3 planètes de quelques fois la masse de la Terre. Donc voilà, ça c'était la méthode qui se prend sur des années pour détecter des planètes de différentes périodes. Qu'est-ce qu'on a découvert au cours de ces 20-25 dernières années? Quand je dis on, tous les astronomes qui travaillent dans ce domaine, c'est que les systèmes planétaires ne sont pas tous comme le nôtre. Le nôtre n'est de loin pas représentatif de ce qu'on observe dans l'univers. On trouve des planètes qui tournent en quelques heures, tout près de leur étoile, où il fait tellement chaud que c'est des planètes de lave. On trouve des planètes qui sont faites, comme Uranus et Neptune, essentiellement de boules de glace, mais comme elles sont rapprochées de l'étoile, et tout d'un coup, ça fait des planètes océans, des planètes où il y a des océans de l'eau, mais ce n'est pas juste une couche comme la Terre, mais vraiment une profondeur, etc. Des orbites extraordinairement allongées comme ça. Enfin, une variété qui est extraordinairement intéressante pour étudier les mécanismes de formation des systèmes planétaires. Et évidemment, si on découvre des planètes qui ont des périodes extrêmement courtes, ça veut dire qu'elles tournent très près de l'étoile. Si elles tournent très près de l'étoile, il y a une probabilité non nulle, non négligeable, que de temps en temps, le plan orbital soit tel qu'il passe dans la direction de votre télescope. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit une petite éclipse. On voit que périodiquement, la planète passe devant l'étoile, comme ça, elle fait légèrement baisser la luminosité de l'étoile. Et ça, on appelle un transit plutôt qu'une éclipse, comme ça. Et donc, c'est une richesse extraordinaire au point de vue information. Quand elle passe devant l'étoile, les 1% à peu près de baisse pour un Jupiter va nous donner son rayon, son diamètre. Quand elle passe derrière la baisse, quand elle passe derrière la baisse de l'infrarouge, nous permet de mesurer la température de l'atmosphère de la planète. Et puis, quand on va y revenir plus tard, eh bien, si on analyse la raison de cette atmosphère ici, qu'est-ce qu'elle va induire? Eh bien, elle va filtrer la luminosité reçue de l'étoile. Donc, si on compare la lumière, le spectre de l'étoile, quand la planète est cachée ou quand elle filtre devant un tout petit peu, eh bien, en analysant les différences, on est capable de donner de l'information sur la composition chimique de l'atmosphère de la planète. Et ça, c'est un cadeau, parce que comme je vous l'ai dit au début, le rapport de luminosité paraissait tellement grave qu'on ne pourrait pas avoir cette information, on ne pourrait pas voir même la planète. Et ici, la nature nous offre gratuitement la possibilité de déterminer la composition chimique des atmosphères simplement en regardant le transit de la planète devant l'étoile. J'y reviendrai plus tard pour vous donner un exemple. Alors ça, on revient à la toute première, donc seulement 4 ans après la première découverte, la première planète, eh bien, on découvre une autre planète qui a une période de 3 jours et demi. Donc, elle est un petit peu plus près de l'étoile. On donne l'information à des collègues avec qui on travaillait, qui travaillaient à Boulder, aux États-Unis. Et Tim Brown, ici, qui est un astronome professionnel, mais comme hobby d'amateur astronome, il s'était doté d'un petit télescope de 10 cm. Et il a regardé ce système-là juste au bon moment, avec son petit télescope, et on voit la baisse d'environ un peu plus d'1% de la luminosité. Alors, 1%, si Jupiter passait devant le Soleil, ça ferait aussi 1% à peu près de baisse du système. Et quand on peut calculer l'effet Doppler, nous donner la masse, ici ça nous donne le rayon. Donc vous savez, vos souvenirs scolaires, vous avez une sphère dont vous connaissez la masse et la dimension, vous calculez la densité moyenne, et quand vous faites les calculs, vous arrivez que la densité moyenne est de 0,3 grammes par centimètre cube.
Alors je vous dis que l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc en moyenne, cette planète est 3 fois plus diluée, moins dense que de l'eau. Juste par comparaison, Saturne, c'est 0,7. Donc cette planète-là est encore plus diluée que Saturne. Et alors la chose extraordinaire qui apparaît, ça c'était au feu au sol. Et ici, vous voyez la même mesure, mais il y a un changement d'échelle, mais c'est la même mesure, faite depuis l'espace avec le Hubble Space Telescope, et on voit la qualité des mesures quand vous êtes hors de l'atmosphère. Donc tout de suite, qu'est-ce que vous vous dites? Si un Jupiter fait un signal aussi grand que ça, une Terre va faire un petit truc qu'on va pouvoir peut-être détecter. Et ça, c'est extraordinairement, un encouragement extraordinaire pour les gens qui développaient des satellites, des missions spatiales, pour chercher des planètes simplement par cette technique-là. Je vais passer celle-ci, j'y reviendrai. Et la moisson incroyable qui a été faite par la mission spatiale Kepler, faite par la NASA, alors je vous dis, l'idée est extraordinairement simple, la réalisation évidemment est moins compliquée. Imaginez que ça c'est la Terre. Ça c'est le télescope Kepler. Il regarde un coin du ciel ici, il prend une photo toutes les minutes environ. Et comme ça, il tourne autour de la Terre, et il fait des photos en permanence pendant plusieurs années d'un champ qui a plus de 100 000 étoiles. Et à la fin de cette période, qu'est-ce qu'il a? Il a 100 000 courbes de lumière pour 100 000 étoiles. Et donc le résultat, il regarde avec l'ordinateur et on voit beaucoup d'étoiles qui présentent une courbe comme ça. Et donc tout d'un coup, une moisson incroyable de systèmes planétaires. Et c'est pire que ça, enfin mieux que ça. Comment dire, si vous regardez ce diagramme des découvertes, ici vous avez le rayon des découvertes exprimé en rayon de la Terre. 1 fois la Terre, 4 fois la Terre, 10 fois la Terre. Ici, c'est la période exprimée en jours, aussi une échelle logarithmique, 1 jour, 4 jours, 10 jours, 100 jours, une année serait par ici. Quand vous avez trouvé un système qui est périodique, vous mettez un petit point, allez, un petit point noir ici. Vous avez mesuré le rayon, vous avez mesuré sa période. Quand vous avez un système qui présente 2 planètes, vous changez la couleur et vous mettez un petit point vert, etc. Quand vous avez certains systèmes où il y a 6 planètes qui passent les unes après les autres devant l'étoile, eh bien, un système déjà planétaire beaucoup plus compliqué. Par exemple, vous utilisez ce symbole-là. Regardez, des milliers de planètes qui sortent ici par cette... Et je vous raconte, c'est vraiment que la pointe de l'iceberg, parce qu'on est sensible qu'au système où le plan est dans la direction de votre œil ou du télescope. Mais sitôt que le plan est légèrement incliné comme ça, vous n'avez pas de transit. Donc ceci, ce n'est qu'une toute petite partie. Donc on peut corriger cet effet-là et on vérifie vraiment que les systèmes planétaires sont absolument omniprésents dans la nature. Problème, ici, on n'a que les dimensions des planètes et il faut essayer d'obtenir la masse. Et pour ça, eh bien, on tombe chez nous, c'est-à-dire qu'avec nos spectrographes, on fait des mesures pour déterminer, via l'effet Doppler, la masse et commencer à faire de la physique de ces étoiles. Est-ce qu'elles sont gazeuses? Est-ce qu'elles sont rocheuses? Est-ce qu'elles sont de l'eau, etc. Il y a énormément de travaux différents qui se font. Et maintenant, je reviens sur Terre. Et vous avez ici une vue absolument merveilleuse du nord du Chili, où vous voyez ce bijou de l'astronomie européenne, qui est l'observatoire du mont Paranal. Donc le sommet d'une montagne du nord du Chili a été rendu plat
pour installer 4 télescopes de 8,20 mètres de diamètre. Donc c'est le miroir. Hein. Donc imaginez, c'est un miroir donc, qui a à peu près la dimension de cette scène, comme ça. Évidemment, la coupole, l'ensemble de la Terre est beaucoup plus grande. Et donc, et en plus, vous avez des plus petits télescopes. La possibilité de collecter la lumière des 4 télescopes sous le plateau et donc faire des mesures avec l'équivalent d'un télescope de 16 mètres. Alors, l'observatoire du Mont Paradal. On voit une vision ici plus proche, comme ça, qui est évidemment actuellement le navire amiral de l'ESO, c'est-à-dire cette organisation européenne pour l'observation dans l'hémisphère sud. Et ça, c'est un exemple d'un instrument qui vient d'être réalisé à l'Observatoire de Genève, mais avec la collaboration de différents instituts dans le monde, en Espagne, au Portugal, et différents endroits. Et pour faire un spectrographe qui est beaucoup plus ambitieux que celui qu'on a vu avant, le but étant d'arriver à une mesure d'une précision de 10 cm par seconde. Alors, c'est incroyable. Imaginez que vous avez... Alors, actuellement, l'instrument qu'on utilise depuis 20 ans, sur le 3,60 m, il est capable de mesurer des changements de vitesse des étoiles qui se trouvent à plusieurs années-lumière, dizaines d'années-lumière, qui sont à peu près d'un mètre par seconde. Donc voilà, ça c'est une étoile qui se trouve très loin, vous êtes capable de mesurer ces changements de vitesse. Ici, cet instrument, lui, a une ambition bien plus grande, arriver à détecter 10 cm par seconde, donc des changements sur une année, par exemple, aussi longs que ça. Pourquoi ? Alors d'abord, il faut utiliser toute la lumière de ces 4 télescopes. Et le but, c'est d'essayer de chercher des planètes comme la Terre. Parce que la Terre, qui est une toute petite planète comparée au Soleil, ne fait bouger le Soleil qu'à une vitesse environ de 10 cm par seconde. Des variations de 10 cm par seconde au cours d'une année. Voilà, ça c'est une des difficultés de ce domaine. Comment faire pour mesurer des changements de vitesse non expliqués par les autres planètes, on est d'accord. On enlève tout ce qui charrie, comme ça, pour arriver à détecter des terres. Problème. L'instrument, on peut le faire aussi bien qu'on veut. La nature, elle fait ce qu'elle veut. Et ici, vous avez une image dans le rayonnement de l'hydrogène du Soleil. C'est une vraie image qui montre qu'il y a une structure granulaire qui fait parce que le gaz dans les régions extérieures du Soleil est affecté par des mouvements convectifs, comme de l'eau qui cuit dans une marmite. Pourquoi ? Parce que la chaleur vient par-dessous et vous avez des colonnes de gaz qui montent à 1000 mètres par seconde, qui rayonnent, c'est les structures un peu lumineuses ici, et puis après, quand elles sont froides, elles redescendent. Donc vous cherchez à mesurer à 0,1, un dixième de mètre par seconde, alors que c'est une sorte de bouilloire qui est comme ça. Évidemment, il y a beaucoup de ces structures, donc évidemment, à la moyenne, on espère que ça marche. Mais l'ennui, c'est encore pire que ça. Vous avez des régions qui sont affectées par le champ magnétique, des taches, vous avez des éruptions solaires, etc. Donc, le problème actuellement auquel on fait face, eh bien, c'est comment filtrer le bruit qui vient de l'étoile pour trouver ce qui vient des planètes. Et juste pour comparer le problème alors des transits, ici, vous avez Jupiter-Saturne, et ici, vous avez dans cette petite boîte les 4 planètes rocheuses du système solaire, la Terre, Vénus, Mercure, Mars ici. Donc la grosse planète rocheuse, c'est la Terre ici. Mais regardez ce que c'est petit par rapport au Soleil. Quand vous imaginez de détecter le signal de ce petit grain qui passe devant ce genre d'étoile. Voilà. Donc, juste pour dire que les idées sont simples, mais après, ça devient un peu compliqué dans la réalité. Alors, on revient dans le nord du Chili. Hein, j'aime bien ce pays. Comme ça. Alors, on voit au premier
plan. Ici, l'observatoire du mont Paranal, avec ses 4 grands télescopes de 8 mètres, qui peuvent être coordonnés si on le désire. Et vous voyez qu'il y a une autre montagne ici, qui est une montagne un peu plus haute, à 2800 mètres, où est actuellement en construction un nouveau télescope par l'Europe. Ils ont coupé le sommet de la montagne pour faire un nouveau télescope encore plus ambitieux que l'on voit au niveau d'une maquette ici, un télescope de 39 mètres de diamètre. Alors juste pour dire, le miroir principal, je ne sais pas quelle est la longueur ou la diagonale de cette salle, mais je ne pense même pas que la diagonale ici a 39 mètres. Donc imaginez ce que c'est que ce télescope absolument incroyable. Ici, un grand télescope, bon, vous voyez les camions-citernes ou les voitures, c'est rien du tout comparé, et qui sont, qui sont espérés, la première lumière, les premières mesures sont attendues en 2028, c'est demain. Donc ce n'est pas du tout de la science-fiction, on attend cet énorme télescope comme ça, non seulement, mais je ne vais pas en décrire lentement, mais comment dire, un des ennuis des astronomes, c'est que l'atmosphère, elle fait un peu toujours comme ça. Hein. Comme quand vous regardez l'atmosphère au-dessus d'un feu, comme ça vibre toujours. Bon, quand il n'y a pas de feu, ça vibre beaucoup moins, mais il reste toujours un petit peu ce qu'on appelle la turbulence atmosphérique. Alors, actuellement, les astronomes ont été capables de faire des ruses incroyables où on envoie un signal, un signal laser puissant depuis le télescope, on analyse la lumière qui revient, qui vient depuis 80 km, qui permet de détecter les défauts de l'atmosphère, donc ces vibrations turbulentes, et corriger plus vite que 100 fois par seconde un petit système qui permet d'avoir des images incroyablement parfaites. Donc voilà, ça c'est l'astronomie d'aujourd'hui, et ça c'est la maquette de cet instrument. Alors ça, c'était l'état il y a 4 ans. On voit que le génie civil de fond a coupé la montagne, créé les fondations du télescope et de la coupole surtout, sont déjà réalisées. Et actuellement, en juin de cette année, on voit l'état actuel où la construction est en train de s'élever, du bâtiment, évidemment, ce n'est pas encore le télescope lui-même qui se fait ailleurs, évidemment. Vous voyez, c'est absolument gigantesque comme endroit, et comment dire, tout près de la vallée qui nous sépare des télescopes de Paranal. Juste pour comparer un tout petit peu. Quand j'ai commencé mes études, voici longtemps, en astronomie, le télescope, qui était mentionné comme étant le grand télescope, comme ça, est le télescope de Hale, de 5,08 mètres de diamètre, et c'est ce miroir-là. Et à la même échelle, vous voyez ici l'ELT avec ses 39 mètres de diamètre. Remarquez une chose, ce n'est pas un seul bloc, évidemment, c'est une mosaïque de plusieurs plus de 1000 hexagones qui ont juste la bonne forme pour former un paraboloïde, etc. Actuellement, les 4 télescopes du VLT, c'est ces 4 télescopes de 8 mètres qui sont ici. Voilà, donc c'est juste pour vous donner une idée des progrès de l'instrumentation tant spatiale qu'au sol. Évidemment, je vous ai dit, pour pouvoir mesurer les toutes petites différences du spectre émis par les étoiles, par les planètes, quand elles sont derrière ou devant, qui nous donnent de l'information sur leur composition chimique, il faut beaucoup de photons. Et donc, évidemment, des grands télescopes comme ça vont nous aider beaucoup. Et pourquoi on fait tout ça? Eh bien, c'est est-ce qu'on est capable, de détecter des planètes comme la Terre, et si éventuellement, deuxième question énorme, avec de la vie. Ça paraît complètement,
exagéré de se poser de telles questions. On n'est pas encore capable de faire des images de ces planètes et on se pose la question, est-ce qu'on est capable de détecter de la vie? Bon, la planète qu'on aime, enfin, le type de planète qui nous intéresse, c'est des planètes rocheuses mouillées. Donc le prototype, c'est la Terre. Donc c'est un gros rocher avec une fine pellicule d'eau, 12 000 km de diamètre, 3 km d'épaisseur moyenne de l'eau. On est d'accord, c'est vraiment qu'une infime couche d'eau à la surface, donc c'est réellement une planète rocheuse, mais avec de l'eau. Pourquoi on s'intéresse à ce genre de planète? D'une part, l'eau est un solvant fabuleux qui facilite les réactions chimiques. Première chose, énorme avantage. Mais il y a une question, encore peut-être, je ne sais pas si elle est plus fondamentale, mais en tout cas autant, c'est une caractéristique de la vie. Quelle est la caractéristique la plus fondamentale de la vie? C'est que vous êtes capable de transférer l'information d'une génération à l'autre. C'est-à-dire une femme va transférer à sa fille toute l'information pour survivre dans un environnement donné, se protéger, échanger de l'énergie, etc. Et non seulement après, comment elle fonctionne et comment elle va transférer encore plus loin l'information génétique. Donc, cette caractéristique qui est un flux d'informations qui va d'une génération à l'autre, eh bien, c'est ce qu'ils appellent le code génétique, le DNA ou ADN, comme ça, qui code sur une longue chaîne d'atomes cette incroyable richesse informatique qui se cache derrière tout le programme nécessaire pour qu'un organisme vivant fonctionne. Et actuellement, il y a des gens qui ont cherché d'autres alternatives. Comment on peut faire? À ma connaissance, il n'y a aucune autre alternative qui ait été proposée. Donc, cette caractéristique, vous devez transférer l'information dans une longue chaîne d'atomes. Et alors, cette longue chaîne, si vous la chauffez au-delà de 120 degrés, tout le monde le sait, si vous voulez stériliser des aliments, vous les chauffez à plus de 100 degrés. Et vous tuez les bactéries potentielles qui se trouvent à l'intérieur, la chaîne de la vie s'arrête. Inversement, une autre manière de faire, c'est vous mettez votre aliment dans le congélateur à moins 20, et la chimie devient tellement lente que, voilà, il n'y a rien d'intéressant qui se passe, vous conservez votre aliment. Donc, la vie, la transmission de la vie ne peut se faire que dans un domaine étroit de température qui est plus ou moins le domaine de l'eau liquide, qui par ailleurs est un solvant magnifique. Donc le fait que les astronomes cherchent des sites potentiels du type planète rocheuse mouillée, c'est des exigences de physique et non pas un rêve. Voilà, on cherche quelque chose d'identique à la Terre. Donc, la question qui se cache là derrière, c'est la vie est-elle un impératif cosmique? À savoir, qu'est-ce que ça veut dire et là, comment dire, je ne peux pas oublier quand même Hubert Reeves, qui a publié des livres merveilleux. Discutons cette hypothèse. La soupe primordiale au début de la vie de l'univers, c'est des particules élémentaires. À l'intérieur, il n'y a pas d'atomes. Après, il y a 2-3 types d'atomes, le lithium, l'hélium, l'hydrogène évidemment, qui se forment, mais très peu de choses. Dans le cœur des étoiles, il y a des atomes beaucoup plus compliqués qui se forment, encore plus quand elles explosent sous forme de supernova, et qui forment l'entier de tous les types d'atomes que l'on connaît et qui nous constituent. Donc on est, comme dit Hubert, on est des poussières d'étoiles, on est des résidus du développement des étoiles et de leurs explosions. Puis après, quand la température baisse, à la surface des planètes par exemple, se forment des molécules de plus en plus compliquées. Et donc l'idée qui se cache derrière cette phrase, est-ce que la vie n'est pas simplement la prolongation de cette chaîne de complexification? Alors on peut évidemment
discuter autour de cette idée. Encore faut-il le prouver. Et c'est à ce genre d'exercice que maintenant des tas de chercheurs, de collègues essayent de répondre. Alors, vous avez ce merveilleux instrument qui a été lancé voici peu de temps, quelques années, le télescope James Webb, qui est, comment dire, alors attention, hein, sans aucune offense, c'est un petit télescope. Il est 6,50 m de diamètre par rapport aux 39 mètres. Mais il a un avantage, il a plusieurs avantages. Il a un avantage d'abord, il est au-dessus de l'atmosphère. Deuxièmement, il travaille dans l'infrarouge. Vous voyez qu'il est doré pour être particulièrement efficace dans le domaine de l'infrarouge. Et c'est actuellement, cet instrument-là consacre le tiers de son temps pour des problèmes liés aux exoplanètes. Ah mais non, il va faire d'autres choses, il va faire de la cosmologie, il va chercher à étudier les galaxies les plus profondes, les plus distantes et tout, il va faire beaucoup de choses. Et puis les étoiles, l'étude des étoiles, etc. Voilà, donc cet outil merveilleux va contribuer en particulier à chercher à étudier le transit. Comment dire, on voit que l'atmosphère, elle n'est pas terrible, hein, elle ne nous aide pas, mais là, dans l'espace, l'étude reprend le problème. L'idée est tellement simple que vous pouvez faire de la spectroscopie, donc analyser la composition chimique des planètes, des atmosphères planètes, simplement en regardant les changements de profondeur du transit dans différentes couleurs. Et ça, c'est pas vraiment lié au... Oui, c'est lié en partie au spatial. C'est une combinaison des deux, spatial et terre. C'est ici, vous avez une image de la diversité des systèmes planétaires. Ici, vous avez les masses des planètes découvertes en fonction des périodes orbitales. Donc la Terre, une année et une masse terrestre, elle serait là, ici, ou un peu plus haut, là, je ne sais pas. Elle serait là. Bon, alors on voit toutes les exoplanètes qui ont été découvertes. Il y en a qui sont incroyables. Elles tournent en quelques heures, celles-ci. Absolument incroyables. 1 millième, ça correspond à quelques heures. 1 millième d'année. Ici, ça c'est 3 jours. Vous voyez le nombre de planètes qui tournent vite. Puis il y a des drôles de choses. Là, il y en a point. On va pouvoir se poser pourquoi c'est le cas. Les Jupiter chauds comme 51 Pégase, c'est cette famille qui est ici, etc., etc. Et puis, il y a une chose qui nous ennuie, c'est qu'on n'a rien ici. Dans ce domaine où il y a justement les planètes habitables. Ici, pourquoi? Simplement parce que les deux techniques sont très peu sensibles ici. Voir une petite planète qui fait très peu bouger l'étoile ou qui passe devant une étoile, c'est difficile. Donc actuellement, il y a beaucoup d'efforts pour trouver plus de monde dans cette région. Mais il n'y a aucun doute, elles existent, elles sont en grand nombre. Les Jupiters froids comme le nôtre, les Jupiters chauds comme 51 Pégase, les mini-Neptunes, une quantité de planètes de la masse de Neptune à peu près, à des périodes très courtes, les nôtres, ils sont à grande période. Et puis les planètes rocheuses ici, qui sont déjà découvertes en nombre non négligeable. Et donc actuellement, le télescope James Webb va s'intéresser particulièrement à ces objets-là. Alors on n'a pas ceux-là, mais il va quand même s'intéresser à des planètes rocheuses qui sont dites tempérées. Alors, donc, on va voir déjà, essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques de leur atmosphère. Et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres questions. Alors, pour revenir maintenant à l'idée tellement simple qui permet de déterminer la composition chimique des planètes. Imaginez que vous ayez une méthode comme ça, par exemple, simplement la Terre passe devant le Soleil. Le diamètre de la Terre, vous mesurez dans les longueurs d'onde jaunes, dans le visible, etc. 12 000 km. Maintenant, vous répétez la mesure dans le domaine des longueurs d'onde infrarouges, où l'ozone est complètement bloqué. L'atmosphère bloque complètement les rayonnements infrarouges de ces longueurs d'onde. Elle les bloque à 40 km d'altitude.
Donc, 12 000 plus 40 de ce côté, plus 40 de l'autre côté, c'est 12 080. 12 080. Et donc, simplement, la planète Terre que vous mesuriez semblerait plus grande si vous la mesurez dans la longueur d'onde infrarouge. Et si vous répétez la mesure dans différentes couleurs, eh bien, vous êtes capable de construire le spectre de l'atmosphère de la planète. C'est incroyable. Simplement, c'est petit, c'est des tout petits effets, mais néanmoins, vous avez accès à la composition chimique de l'atmosphère en cette technique. Voilà, ça illustre simplement le contraste de l'éclipse, du transit, quand vous travaillez dans différentes longueurs d'onde. Et qu'est-ce qu'on rêve dans le futur? C'est non pas de détecter des planètes, des molécules quelconques, mais de détecter des molécules qui ont une signification particulière pour la chimie de la vie, l'eau, le CO2, le méthane, etc. Donc, arriver à détecter une collection de molécules que l'on pense, les chimistes, les biologistes, pensent être liées au développement de la vie, et ces molécules ont été injectées dans l'atmosphère et seront peut-être détectables. Donc ça, actuellement, c'est la méthode reine pour pouvoir éventuellement avoir des indications et répondre à cette question philosophique majeure, à savoir, est-ce que la vie existe ailleurs, partout dans l'univers, ou c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'existe que là? Ce n'est pas demain, d'après moi, qu'on aura la réponse, mais disons, je dirais d'une manière 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Mais disons, c'est un ordre de grandeur raisonnable qu'on peut évoquer ici. Alors ça, c'est aussi une belle image. Ça, c'est des mesures faites pour une planète particulière par le James Webb. Différentes couleurs, vous voyez, ça change. Hein. La forme des transits, vous les voyez, ils ne sont pas les mêmes. Et très vite, ça a été annoncé extrêmement vite, eh bien, ils ont détecté pour la première fois le dioxyde de carbone dans une exoplanète. Et actuellement, eh bien, ça a été fait il y a quelques mois, eh bien, vous avez ici la détection d'une quantité de molécules qui nous disent un petit peu comment est l'atmosphère de cette planète. Et actuellement, c'est un domaine extraordinairement chaud de la recherche planétaire. Et l'idée, évidemment, c'est de détecter des différents types de molécules qui s'appellent des biomarqueurs, donc des indications de présence de la vie. Actuellement, déjà, on a découvert que cette planète, elle est extraordinairement riche en éléments massifs. Et je termine avec cette possibilité du futur. Merci. Juste une question que j'ai posée. Alors, ici, sans regarder vos voisins, qui pense qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Ah ouais, ok, d'accord. Et ceux qui pensent qu'il n'y en a pas, qu'on est seul? Ah, voilà, ben il en faut. Merci.